Dans ma prise de décision, je doute beaucoup avant, parfois pendant, mais jamais après. Ce qui me nourrit, c'est de construire, de créer, de bâtir. C'est ça qui m'intéresse. Donc, j'ai jamais autant bossé qu'aujourd'hui. J'ai aucune envie de m'arrêter. Il y a qu'un truc qui est sûr, c'est que je ne serai pas le vieux con du bureau du fond. Fabien, merci de nous recevoir à ton campus pour ce podcast. Merci à toi de venir. C'est avec plaisir. Ouais. L'idée, c'est de rentrer dans les coulisses, derrière l'entrepreneur, l'image du dirigeant avec son entreprise, de rentrer vraiment dans l'homme. J'aimerais qu'on attaque sur tes origines. Comment tu es devenu entrepreneur? Pour toi, c'est quoi le point de départ? Le point de départ, c'est probablement une histoire entrepreneuriale familiale. Donc, un grand-père entrepreneur, un père entrepreneur. Donc, c'est sûr que quand tu as baigné dans l'entrepreneuriat depuis tout petit, probablement que ça te donne quelques prédispositions, je pense, évidemment. Ok. Après, tu arrives très jeune à devenir entrepreneur, mais d'une certaine façon. C'est un point un peu délicat sur ton histoire. L'idée, c'est que mon histoire, bon, sans rentrer trop dans les détails, parce que je pourrais en parler pendant plusieurs semaines, mais l'idée, c'est que donc, moi, je suis issu d'une famille d'entrepreneurs. Dans le transport. Dans le transport, là, ça fait 100 ans cette année. Mon arrière-grand-père a démarré en 1925. Mon grand-père dans le transport, avec une entreprise de transport qui, au départ, se limitait à ramasser les fruits chez les arboriculteurs de la région pour les mettre à la gare de Livron et monter à Paris à Rungis. Ça a démarré comme ça. Puis mon grand-père, donc pendant la guerre, les camions ont été réquisitionnés. Ça s'est arrêté. Mon grand-père a été officier dans l'armée de l'air. Retour de guerre, plutôt que de partir en Indochine, il reprend la mode de son père. Et là, il redémarre du transport de manière un peu plus significative avec l'essor industriel en France, les premiers camions gazogènes qui arrivent, puis les premiers vrais camions qui arrivent. C'était gros comment l'entreprise? Tu arrives à te rappeler, tu sais pas trop le nombre de chauffeurs? Oh, c'était pas très significatif, parce que je crois que mon père a acheté une trentaine de camions. Donc mon père se marie avec ma mère en 67. Ils rentrent dans l'entreprise en 67 et ils achètent une trentaine de camions à la fin des années 60. Et c'est là que ça part. Et mon père, avec mon grand-père, donc déploie un groupe assez important, parce qu'à la fin des années 80, le groupe pèse, alors à l'époque on parlait en France, ça faisait 1 milliard de francs de chiffre d'affaires. Ouais, Il y avait 1500 personnes, on était un peu partout en Europe. Et mon père attendait avec beaucoup d'impatience l'ouverture des frontières européennes en 92, qui était la promesse pour le monde du transport d'un vaste marché européen avec la libre circulation des biens et des personnes. Donc il y avait besoin d'avoir une taille critique, donc il y avait beaucoup de croissance externe, il y avait beaucoup de croissance externe. Ouais. Donc il était dans cette dynamique-là, mon père a eu la mauvaise idée de se tuer en voiture en juillet 89 avec son directeur général qui était avec lui. Donc l'entreprise s'est retrouvée décapitée. Deux personnes clés. Ouais, en juillet 89. La famille, contre la volonté de mon père, mais ça peut faire paraître bizarre 30 ans plus tard, mais à l'époque c'était compréhensible, décide de poursuivre l'aventure. On recrute un directeur général. Donc ma mère devient présidente du groupe, mon grand-père se remet à l'exploitation. On recrute un premier directeur général, un deuxième directeur général, qui s'est avéré être un oiseau de mauvais augure. Et puis le monde du transport fait 90, c'est dur. L'oiseau de mauvais augure fait son job et le groupe a explosé en 92. Ok. Voilà. Et donc le groupe a explosé en 92. Moi, j'ai fait 2 ans de prépa à Lyon, une école de commerce à Paris. Mon père meurt, je suis en fin de première année. Je poursuis mes études. Quand je rentre dans le groupe, je vois que c'est trop tard. Et puis, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Et le groupe explose en 92. Donc après, j'ai accompagné ma mère dans le cadre des sessions. Est-ce que dans le projet de tes études, tu avais la vision de reprendre le groupe? Est-ce que tu étais prédestiné à aller là-dedans? Est-ce que tu en avais envie? Est-ce que c'était pour toi normal? J'ai jamais su si j'étais ici par réaction ou par vocation. Ça, je peux pas te répondre à cette question-là. C'est comme aujourd'hui avec mes enfants. Aujourd'hui, mon fils nous a rejoints il y a 6 ans, ma fille est à nos côtés. Tu te dis que tu espères que tu t'es laissé libre de leur choix. Je ne sais jamais si c'est vrai. Je pense que j'étais libre de mon choix. Il est vrai que quand mon père est mort, j'avais 21 ans. Il commençait tout juste à me rentrer un peu dans le business, à m'expliquer un peu ce qui se passait. Et probablement qu'on a tous un peu la mort du maillot, donc peut-être que ça a aussi joué. Mais en tout cas, je me suis toujours senti libre.
jusqu'à cet événement un peu Tragique. particulier, où là, bah, tu te retrouves forcément un peu dans la machine à laver, tu te retrouves un peu chef de famille, voilà, donc ça change de trois choses. Mais en tout cas, j'ai jamais rien fait à contre-cœur, en tout cas. Ok. Donc là, avec ta maman, vous décidez de faire les sessions. Donc, enfin, on Le décide rien du groupe. tout, c'est que tu es en dépôt de bilan. Ok, donc ça a été vraiment un dépôt de bilan. Ok, quand tu L'administrateur, dis le groupe explose, c'est vraiment. dépôt de bilan, Ok. l'administrateur judiciaire arrive avec sa grosse Mercedes, et les filiales européennes ont été cédées à des groupes européens, et les entités françaises ont été cédées à des transporteurs français. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de reprendre l'activité stockage du groupe de mon père, qui à l'époque s'appelait Debeau Stockage Distribution, qui faisait 800 000 euros de chiffre d'affaires, qui employait 15 personnes, qui cassait pas trop pattes à un canard, mais qui était toutes bien, une jolie boîte avec des gens bien à l'intérieur. Et comme on bénéficiait de l'environnement de Debeau, on avait quelques beaux clients. Voilà. Et tu as Et débuté comme ça. j'ai démarré comme ça. Voilà. C'était le 7 janvier 1994. Donc là, 94, tu débutes en tant que vraiment chef d'entreprise, Ouais, patron. la même année, j'ai fait un petit, je me suis marié, j'ai acheté une boîte. Voilà, Alors, on va en parler plus tard comme ça, j'avais coché toutes les cases. voilà, Ouais. de l'équilibre pro-perso. On en parlera un peu plus tard. Mais donc, ouais, tu prends toute la charge complète dès le début. Et ça, comment tu le vis, toi, au tout début? C'est l'excitation, moi, tu n'as pas le recul. Maintenant, presque avec toute cette expérience que tu as acquérie, comment tu te vois Euh, j'ai pas senti de charge particulière. Enfin, je sais pas. Quand je te dis que je me retrouve dans la machine à laver, c'est un peu ça. Mais en tout cas, ça a jamais été sous contrainte. C'est vrai ce que je veux dire. Ouais. C'était pas une contrainte. Non, C'était c'est pas pas une non plus. contrainte. Au Non, contraire, c'était du plaisir. non, je suis un mec libre. Non, je n'étais pas sous contrainte. Alors probablement qu'il y avait. Non, non, mais même pas. Tu vois, j'ai jamais été animé ni par la revanche ni quoi que ce soit. Mon père était un mec important dans le monde du transport. J'avais les cheveux frisés, je m'appelais Jouvet, mais j'ai jamais fait le truc sur la revanche. J'ai pas fait ça dans une sorte de revanche. Alors probablement que l'idée de veiller à ranimer une flamme quelque part familiale a pu me plaire, mais en tout cas, c'est pas ça qui m'a motivé. Ok. Donc le poids, tu sais, des fois de porter le même nom que ses parents, quand on reprend une entreprise ou qu'on est aussi, on rejoint l'aventure, c'est des fois lourd. Toi, tu l'avais pas forcément. Bah, il faut tuer le père. Moi, l'avantage, c'est que j'ai pas eu à le faire. Ça, c'était tout seul, tu vois. J'ai pas eu à le Donc faire. tu n'espères Mais pas que ton fils le fasse? non plus, non, non. Mais après, bon, Tu les accompagnes? c'est, C'est notre aventure. voilà, c'est évidemment que quand tu prends le pari, comme ont pu le faire mon fils, de poursuivre une aventure familiale, c'est pas le chemin le plus simple. Mais est-ce qu'il y a des chemins simples, tu vois, je sais pas. Non, Est-ce c'est ce que, qui fait les challenges d'ailleurs. l'important, c'est qu'ils aient envie de le faire. Et tu vois, je m'étais noté une question pour toi, dans toutes tes années d'entrepreneur, ton plus gros challenge, ça a été quoi? Ce qui t'a marqué vraiment le plus? Alors à la fois, ça peut être une réussite, mais comme des fois un échec ou autre, euh, c'est quoi qui t'a marqué le plus? Ton plus gros challenge? Mon plus gros challenge, Ouais, c'est d'avoir suffisamment d'énergie au quotidien pour faire avancer la machine. ok. Et ça, t'as un secret? Cet équilibre, Si pour cette j'ai- je- énergie? L'envie? Non, mais je pense il faut être il faut être passionné, il faut être passionné, et voilà, et je pense que c'est ça le plus gros challenge, c'est de toujours avoir l'énergie suffisante pour pouvoir animer la machine, c'est ça qui est Et ce le qui, plus engageant. ce qui te nourrit, donc, cette passion, ça devient de quoi? C'est l'humain? Parce que je sais que tu es vraiment attaché aussi à cette façon de manager tes Non, mais moi, c'est collaborateurs. l'aventure humaine, c'est clairement, c'est j'aime les gens. C'est, pour moi, ce qui compte pour moi, c'est l'aventure humaine, c'est ça qui me... Là, je fais la logistique, j'aurais pu probablement faire autre chose, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est cette aventure-là, quoi. C'est de voir des gens évoluer, créer des carrières, passer du temps ensemble, c'est ça qui m'anime. Parce que le groupe Skipper, on en parlait là, tes locaux, le campus, quand tu regardes en Ardèche posé ici, presque il ferait tâche. Parce que on pourrait se croire, Pourquoi en Ardèche? Pourquoi tout de suite en Ardèche? au même endroit, mais il ferait tâche parce que Ouais. c'est digne de certains vraiment campus allez, parisiens ou aux États-Unis ou autres. Pourquoi? Parce qu'ils sont axés sur du bien-être de collaborateurs, sur Ouais, des mais environnements. à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent ici, parce on a quand même reçu 800 personnes quand on est entré ici en 2017, il y a 800 personnes qui ont visité le campus, et tout le monde me disait ah, c'est rigolo, on se croirait chez Google. Et je leur disais attendez un quart d'heure, vous allez me dire on se croirait chez Skipper. Voilà. Exactement. Tu as mis ta touche, tu as mis donc ce campus, si on doit parler de la genèse de ce campus, c'est que euh, au fil de la croissance et l'avènement de fonctions transverses, de opérations de transport, on était de plus en plus nombreux et on était sur le site de la Voulte à l'époque. Et il fallait que je crée des bureaux pour accompagner la croissance avec tout le monde. Sauf que quand tu crées des bureaux,
ça coûte vite 1 ou 2 millions et tu te dis, franchement, pour aller donner du sens à cet investissement, c'est pas facile. Donc j'ai beaucoup pataugé, j'ai beaucoup attendu, et tellement attendu qu'au bout d'un moment, on a été obligé d'exploser notre collectif. Il y en a qui sont partis à La Voulte, au Pouzin, donc c'était une période qui n'était pas terrible. Et j'arrivais pas à me décider pour créer ces bureaux. Et j'ai pris une première décision qui a fonctionné, c'est que j'avais fait plusieurs projets où je mettais mes bureaux accolés à une plateforme logistique, qui était le schéma classique qu'on avait en tête. Et un jour, j'ai décidé de dire, c'est une contrainte trop importante, on va désolidariser cet immobilier, de l'immobilier logistique, en se disant que, pour 2 raisons. La première, c'est que ça, en termes de reversibilité d'investissement, c'est-à-dire qu'on dit, si un jour on prend la foudre, on pourra toujours revendre nos bureaux. Et ensuite aussi, parce que quand tu rattaches un site logistique, on a été très longtemps rattaché au site logistique de La Voulte, ça donne quand même une connotation particulière aussi. Image, voilà. bien sûr. Donc on a pris cette première décision-là. Et ensuite, l'élément déclencheur, c'est qu'on fait un MAG tous les 4 ans. Et en 2016, on est dans le cadre d'un plan qui s'appelle Odyssée 2017. Odyssée 2017, et dans ce projet, ce plan de développement Odyssée 2017, c'était de la croissance, de l'innovation, et il fait bon vivre chez Skipper. Et dans le cadre d'un brainstorming sur le MAG, est apparue l'idée de ce campus, et le pitch a été de créer l'endroit où serait créé le Skipper des 20 prochaines années. C'est ça qui a déclenché. Une projection. Voilà. Par contre, là, après, une fois qu'on a dit ça, on a été rapide, parce qu'on a eu l'idée, on a monté le projet, on a livré dans la même année. Donc on a eu l'idée le 20 janvier 2016, on a déménagé le 24 décembre 2016. Parce que oui, tu es un homme d'action, mais tu disais que tu as beaucoup attendu, tu passais pas à l'action. Pourquoi? Des peurs, des hésitations, c'était quoi? Face à des décisions un peu complexes, j'attends l'évidence. Ok. Et tant que j'ai pas l'évidence, je m'affole pas. Ok, donc c'est vraiment des prises de décision un peu vraiment... Je sais pas si c'est la bonne méthode d'ailleurs, hein, mais en tout cas, j'attends que ce soit évident. Pour moi, en tout cas. Tous les entrepreneurs que j'ai vus, on pourrait dire il n'y a jamais de bonne méthode. C'est leur méthode, et en fait, à chaque fois, elles sont prouvées par leur réalisation parce que ça amène un bon timing. Par contre, tu me disais, ce campus, tu l'as fait en 2 temps, alors que tu l'avais imaginé en un seul temps. Regret Non, mais enfin, le projet initial, c'est le campus, c'est une forme de S. Au départ, je voulais faire les 3 plots en disant le 3e plot, on fera une pépinière d'entreprise. Parce que j'étais attaché, moi, à faire un peu de collab ici, tu vois, essayer de faire venir un peu des entreprises extérieures, des startups, avec Welco, avec d'autres, des startups. Et finalement, j'y suis pas allé, j'ai fait que 2 plots. Je me disais, ça suffira bien. Et donc, j'ai pas eu le courage de faire le 3e directement. Et finalement, on a fait le projet qui était prévu. Si je l'avais fait en 2017, ça m'a coûté moins cher que de le faire en 2 fois. Ça a été comme ça. Ça a aussi accompagné la croissance du groupe. Voilà. Donc on est à la fin, bon, ça s'est fait naturellement. J'ai pas de regrets sur ce sujet. Ok. Ton groupe, c'est vrai qu'on n'a pas fait un peu la fiche de présentation ou ton business au départ. Ce serait quand même bien pour le situer pour les auditeurs. Maintenant, donc Skipper Group, ton entité, si tu ramènes un peu ce que vous faites et les chiffres. C'est 3 entités juridiques. Une première qui s'appelle Skipper Logistique, qui est vraiment notre cœur de métier, le navire amiral du groupe. Notre job, c'est de proposer des solutions d'externalisation logistique. Et derrière ce nom un peu barbare, notre job, c'est des clients qui autrefois faisaient la logistique en interne, décident de la sous-traiter. Donc on a des plateformes logistiques, on reçoit des produits de nos clients, et notre job, c'est de préparer les commandes. Voilà. Et plutôt au détail, c'est-à-dire qu'on ouvre des cartons, des boîtes, et on va préparer les commandes pour les mettre dans des colis et les expédier chez des clients. Donc ça, c'est la première structure. C'est la structure qui représente l'essentiel de nos moyens humains et financiers. Okay. Ensuite, on a une deuxième structure qui s'appelle Skipper Transit, où là, probablement par atavisme, le monde du transport m'a rattrapé en 2003. Le jour où j'ai compris qu'on peut faire du transport sans avoir de moyens propres, donc sans camion. Donc on est dans un modèle 100% de sous-traitance. Et on propose à nos clients de transporter des produits d'un endroit à un autre de la planète en s'appuyant sur des partenaires qui livrent pour nous les produits de nos clients. Donc on a monté des cellules du pilotage transport, où sur un peu le même principe que l'externalisation logistique, on propose à nos clients d'externaliser la gestion de leur expédition. Donc on travaille avec les différents acteurs du marché, et on propose des solutions de plan de transport, avec toujours le bon plan de transport au bon prix et la bonne qualité. Et pour tes clients, ça leur permet de l'agilité. Voilà. On met des couches logicielles pour leur permettre d'y voir clair, donc ça c'est la deuxième activité du groupe. Et on a une 3e activité qui est plus confidentielle en termes de chiffre d'affaires, mais qui est hautement stratégique, qui s'appelle Skipper Technology, où là, c'est notre SS2I à nous, notre rare mail digital, qui développe nos solutions logicielles métiers, qui accompagne nos clients dans le cadre de démarrage logistique au transport,
qui commercialise une solution qui s'appelle Baliseo.com, qui est un outil de pilotage de la chaîne logistique et transport, et qui, depuis 4-5 ans, a amorcé un virage sur la data un peu significatif, avec l'ambition que la data vienne contribuer plus largement à notre modèle économique. C'est l'innovation. Ouais. 48% du chiffre d'affaires, c'est le transport, 52% c'est la logistique. Au milieu, la technologie, c'est pas très significatif, mais je suis quand même assez heureux que mes équipes digitales créent de la valeur également, que ce soit pas qu'un centre de coût. Voilà, on a fait 66 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et on emploie, il y a 320 skippers et on a à peu près toujours 400 ETP avec nous au quotidien. Tu avais projeté ça sur, quand des fois on se dit, ouais, en tant qu'entrepreneur, on met une vision à long terme ou d'autres choses. Comment tu avais projeté l'entreprise? Je n'avais pas projeté tout ça. Moi. Tu m'aurais dit que j'aurais un campus de 2000 m² en 2025, je t'aurais pas cru une seconde. Non, on a pris la vie comme elle se présentait, toujours avec de l'ambition et de la volonté de bien travailler, avec des plans de développement à 3 ans. On essaye d'écrire à 3 ans ce que l'on va faire, donc ça on le fait bien. Par contre, te dire depuis 94 que j'allais faire en 30 ans, c'était impossible. Enfin, en tout cas, c'était pas... Pour toi, ta meilleure décision stratégique, ça a été quoi? Tu sais, des fois on dit, il fallait faire vraiment un choix important sur notre business, vraiment stratégiquement. La marque. La marque. Tu es un homme de marketing, de com. J'aime les marques et pour la marque. Mais derrière la marque, il y a tout qui englobe. Derrière la marque, il n'y a pas que la marque, il y a tout ce qui va autour, et ce qui crée la marque et tout ce qui la compose. Mais c'est probablement la marque et le digital. Pas le digital. On appelait ça le digital. À l'époque, on appelait ça l'informatique. Mais non, c'est de l'intelligence artificielle. Mais... Et après, tu es allé un peu plus loin. Maintenant, tu as la slow logistique. Ouais, alors dans notre situation, notre site web, tu verras qu'on démarre en disant la logistique, mais pas pareil. Et c'est ça qui nous anime depuis le début, c'est toujours faire un pas de côté, toujours d'être un peu décalé. Donc on essaie toujours d'explorer des terrains que certains n'ont pas encore explorés. Donc la logistique va dans cette direction-là, avec la volonté de faire bouger les lignes sur les organisations de transport et logistique dans notre filière. Et on aime bien provoquer des gens. Donc, quand la slow logistique, c'est comment moins faire de colis, comment mieux les remplir. Une fois qu'on les a fait, comment utiliser des emballages éco-sourcés, biosourcés, recyclables, consignables. Donc ça, c'est le premier pilier. Okay. On a un deuxième pilier qui tourne autour de la décarbonation des transports. Comment utiliser des moyens de transport alternatifs pour livrer différemment et des carburants alternatifs. Donc sur ces deux piliers, on suit une profession qui a fait beaucoup de choses depuis très longtemps sur ces sujets-là, donc on est dans la même mouvance. Ensuite, on a un troisième pilier qui tourne autour de l'humain. On part du principe que mettre en place des organisations logistiques et transports plus responsables, c'est bien. Mais encore faut-il que ceux qui sont à l'intérieur et à l'extérieur soient dans de bonnes conditions. Donc là, on est certifié Great Place to Work depuis 7 ans maintenant. Bravo. On a été 3 fois palmarès, donc on est très attachés à ça. Et sur ce pilier-là, on est déjà moins nombreux à être présents. Je crois qu'il y a un grand groupe de transport européen et nous qui sommes certifiés actuellement. Et ensuite, on a un quatrième pilier, celui qui m'a valu être la risée de la profession pendant quelques années, même si c'est en train de changer, où on milite pour un ralentissement des flux, pour une plus grande massification, en partant du principe, je fais ce que je répète à chaque fois, c'est que moi, ça fait 30 ans qu'on demande qu'on met en place des organisations logistiques et transports en capacité de te livrer demain matin à 10h, à 9h, à 8h, hier, la semaine dernière, donc toujours plus vite. Et bien évidemment qu'on aura toujours besoin de ces organisations-là pour te livrer le produit critique, le produit sensible, ou tout simplement le truc dont tu as envie, parce que tu as le droit d'avoir envie d'un truc demain. Très rapide, bien sûr. Mais que franchement, il arriverait 4 jours après. Peut-être que te livrer demain matin le bouquin que tu vas lire la semaine prochaine, c'est peut-être pas une super bonne idée. Et en tout cas, on a réussi à prouver qu'en ralentissant les flux, en massifiant, on arrivait à impacter significativement le CO2 et le coût au kilo. Donc là, tu t'es fait critiquer parce que tu étais à contre-courant. Ouais, parce qu'on a démarré en 2020, parce qu'on a lancé cette idée-là en 2020, en affichant haut et fort que nous allions réaliser l'incroyable performance de livrer nos clients en 3 semaines. Donc effectivement, ça fait parler. Ça fait parler. Et on était totalement en contre-courant, mais en sachant que on a, sur ce principe de ce logistique, on n'a aussi rien inventé. C'est que du bon sens et des vieilles techniques qui existent depuis longtemps. Mais il faut rééduquer. Il faut rééduquer les acheteurs. Mais je pense qu'on a tapé dans la cible, et la meilleure preuve, c'est que l'an dernier, le salon du transport international de logistique qui s'est déroulé à Paris
les deux mastodontes de la presse professionnelle ont démarré le salon avec 2 cahiers spéciaux, un chacun, qui s'appelaient Slow Logistique. Donc Est-ce que tu es intervenu? Ou ils en ont juste parlé? Non, on a intervenu, bien Ok, sûr, on a super. intervenu, mais après, l'idée, enfin, nous, sur cette Slow Logistique, on a 2 objectifs. Un, montrer notre capacité de rupture, notre capacité d'innovation, notre capacité d'embarquer des gens sur des terrains inexplorés pour montrer qu'on sait faire des trucs et qu'on sait innover. Donc, c'est le premier sujet. Et ça, bien sûr, ça a apporté la marque du groupe. Et on a un deuxième objectif qui est on se dit que si on arrive à faire bouger la filière, que cette Faire idée de avancer. slow logistique nous échappe un peu et que tout le monde puisse l'approprier et qu'on fasse bouger un peu nos métiers, Tu auras fait et changer le monde. qu'on se rappelle à la fin que ça a été créé au Pouzin en 2020, ça nous ferait bien rigoler. Voilà. Mais ce qui est très bien. Et d'ailleurs, si je m'étais noté une question, le compliment d'un client, d'un collaborateur ou autre qui t'a marqué des fois, tu sais, on a un compliment, un remerciement ou autre. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose comme ça, qui t'a parlé ou pas? Hein? Des fois, on oublie, hein, mais des fois, je sais qu'il y a des dirigeants, ils ont dit, bah, une fois, un client m'a dit ça m'a marqué parce que bah, l'entreprise a vraiment fait l'effort ou le dirigeant est... Non, mais alors ça, c'est une anecdote à 2 balles, mais Vas-y. quand j'ai démarré, je bossais euh, avec un grand groupe français, et le patron des achats, qui était un grand monsieur que j'aimais beaucoup, mais qui était beaucoup plus âgé que moi, m'avait un jour envoyé ses vœux. Tout au début de ma carrière, il m'avait raconté Skipper, c'est comme les machines à laver brandes, ça tombe jamais en panne. Ouais. Je me rappelle de ce compliment-là, il m'avait fait marrer parce que c'était un mec bien. Ah, Je sais mais pas si tiens. les machines à laver brandes tombent en panne ou pas, en tout cas, mais en tout cas, ça Mais en tout m'avait. cas, Voilà. t'es sur cette Ouais, démarche. Service voilà. client. Ouais. Ouais, bien évidemment. Tu peux. Nous, on fait un métier de service, donc on fait un métier de service porté à 100% par des hommes et des femmes. Bien sûr. Donc, L'engagement, il faut... évidemment, on fait on essaie de tout mettre en œuvre pour que nos clients soient le plus satisfaits possible. On n'est pas infaillible, on n'est pas parfait, mais en tout cas, on a su prouver depuis 30 ans qu'on était en capacité de mener des projets significatifs et d'accompagner nos clients dans le cadre d'un métier où c'est quand même très engageant. Aujourd'hui, les clients qui nous font confiance, on expédie 100% de leur chiffre d'affaires, généralement. Donc, voilà. Tout à l'heure, tu parlais du bien-être des collaborateurs. Toi, ton bien-être, si on rentre vraiment dans le côté humain, comment tu trouves ton équilibre? Vie perso, vie pro, ce qu'on disait, tu parlais d'énergie. C'est quoi tes leviers à toi pour garder cette énergie, cette motivation? Ou, et aussi une autre petite question, tu vas peut-être la mixer. Est-ce qu'à un moment, tu as payé le prix de, je sais pas, trop travailler ou autre? Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose qui a coûté à ton bien-être? Tu sais, il y en a, ils disent c'est le sport, d'autres, tu vois, d'autres, ils se sont oubliés. Des fois, c'est les pépins de santé qui nous ont ramenés à la réalité parce que le dirigeant était trop. Bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu de pépin de santé, donc je vais pas toucher du bois, mais il y en a pas loin, peut-être là. Franchement, chacun d'entre nous a son sac à dos, chacun d'entre nous a ses épreuves de la vie, donc je n'y ai pas échappé moi non plus. Par contre, j'ai pas de Mais cet regrets. équilibre pro-perso, Mais tout est mélangé, donc j'ai pas trop de. il y en a, c'était, il faut qu'ils aillent faire au sport, c'est non négociable, c'est le sport tous les jours, c'est quelque chose, c'est... Non, mais c'est ma famille, mes potes, mon job, voilà, ça qui me nourrit et ce que je fais. J'essaye de pas trop épuiser les gens qui sont autour de moi, mais j'ai probablement une petite dose de suractivité bien réelle, voilà, qui peut fatiguer un peu, mais et qui fatigue des fois. Mais non, mais j'ai jamais senti Et puis moi, j'ai toujours été dans ce truc-là. Tu vois, mon père, il rentrait le vendredi, il repartait le dimanche soir. Il s'envoyait 2 Lexomil le samedi midi pour dormir 2 heures. Donc j'ai été dans ce truc-là. Et j'ai pas essayé de faire différemment. Je sais pas. En tout cas, j'ai essayé de vivre, de vivre pleinement. Tu vois, des fois, on se dit, moi, pendant très longtemps, j'arrivais à 20h ou 20h30 à la maison, mes gamins étaient déjà couchés. Probablement que ils ont peut-être qu'ils en ont souffert, probablement, mais en tout cas, quand je les regarde aujourd'hui, ils ont 31 ans et 28 ans. Je me dis que Ça fait partie de leur chemin. on va pas tout rater quand même, parce que c'est des gens bien, quoi, tu vois. Donc, Ouais, certains diraient qu'ils n'ont pas vu leur petit grandir. Toi, tu pourrais le dire, mais là, avec le recul, en les voyant s'épanouir, tu te dis que tu n'as pas non, mais forcément mal fait. ce qui est sûr, c'est que j'ai pas tout fait bien, hein, ça c'est sûr. Mais article 22, chacun fait comme il peut. Oui, bien sûr. Tu as quelque chose, un échec qui a été douloureux pour toi? Quelque chose qui t'a marqué? Que tu pourrais nous partager? Dis-moi, quelque chose... Je n'ai pas de souvenir de Ouais. ce truc-là. Non, moi je vis demain, moi. Mais non, c'est peut-être un mode de défense.
mais j'oublie tout assez rapidement. Je n'ai pas beaucoup de mémoire. Donc tu passes vraiment sur l'instant présent, l'avenir, et le passé, voilà, ça part. Tu reset. Ouais, alors dans des échecs, j'en ai eu. J'ai fait des conneries, j'en ai fait plein. Voilà, mais un truc qui m'a. C'est des fois, il y a des entrepreneurs, ils ont rebondi parce qu'il y a vraiment un échec qui les a marqués, ils ont leur amené une nouvelle vision, ils réfléchissent différemment. Non, mais enfin, le fait de perdre mon père à 21 ans a forcément été déterminant dans la construction, évidemment. Mais j'ai jamais, tu vois, j'ai jamais subi ça. Tu vois, j'ai, j'ai- Ça n'a pas et- été un poids, une lourdeur. Tu- ça a créé ton chemin, mais ouais, ça n'a pas été avec de la rancœur, de l'amertume ou tout ce qu'on. bon, franchement, alors je préférais être aujourd'hui avec mon père de 80 ans, hein, mais bien Bien sûr. évidemment. Mais non, mais j'ai toujours. Mais c'est aussi un partage peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est-à-dire que il peut nous arriver quelque chose de très très grave, comme ça l'a été, et que pourtant construire un chemin, c'est en vouloir se charger de cette peine ou de ce fardeau, en perdre même de l'humanité, alors que t'es le contraire. T'es quelqu'un de très humain qui est tourné vers tes collaborateurs. Ouais, j'ai peut-être une grosse capacité à oublier, peut-être. C'est peut-être ça la clé du truc. Voilà. Mais en tout cas, je suis pas dans le revanche. Tu vois, j'ai pas de. Je referai 100% de ce que j'ai fait. Ouais, c'est une des questions. Des fois, on se dit, Mm. si tu avais à réécrire, ouais, tu choisirais la même histoire. Ouais, mais dans ma prise de décision, je doute beaucoup avant. Parfois pendant, mais jamais après. Ok, c'est une belle leçon. Je sais pas si c'est une leçon. En tout cas, c'est soit un mode de fonctionnement, soit un mode de défense. Une fois que ça agit après. Mais Ton futur, comment tu l'imagines? On sait que maintenant, il y a Camille, ton fils, qui est en train qui prend la direction aussi avec toi. Ton futur, comment tu le vois? Tu es en pré-retraite, au contraire, tu es tous les deux non, en. mais moi, j'ai jamais autant. Enfin, moi, j'ai fait des enfants jeunes, et notamment un fils en particulier, pour deux raisons. Un, pour jouer au foot avec lui, ça je l'ai fait. Et deux, c'est pour bosser avec lui et bosser avec ma fille aussi, parce que je suis. J'aime cette logique de transmission. Tu vois, je suis dans le mélange de fait de transmettre, de pouvoir. C'est un truc qui me plaît vraiment. Donc, j'ai jamais autant bossé qu'aujourd'hui. J'ai aucune envie de m'arrêter. Et ça te nourrit, tu trouves du plaisir. Ouais, ça me plaît. Non, puis j'aime la boîte. Hein, tu vois, j'aime la boîte. Il y a qu'un truc qui est sûr, c'est que je serai pas le vieux con du bureau du fond. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. Et donc, ton futur, c'est de continuer à bosser. Bah, Ton tu sais, fils. Camille nous a rejoint il y a maintenant 7 ans. Il était avec nous. Il a dirigé pendant 4 ans les opérations américaines. Au bout de 4 ans, je lui ai demandé s'il voulait porter le maillot. Il m'a répondu oui. Il est venu parmi nous. Je trouve que c'est une sacrée chance à la fois pour nos clients, nos salariés, qu'il y ait une continuité. Parce que sinon à 5 ans, toi, à 65 ans, tu dis, bon, on va vendre la boîte. Ça aurait pu être une option, hein, mais en tout cas, je ne voulais pas me retrouver à 65 ans en disant merde, qu'est-ce que je fais? Donc je trouve que l'arrivée de Camille était une bonne nouvelle. Au bout de 4 ans aux US, il a validé qu'il aimait ce métier-là, qu'il a envie de faire ce métier-là. Il a passé 4 ans aux US et il va avoir un avantage aussi, c'est que il se rappellera que les mecs sur la dalle dans les dépôts, parfois ils souffrent. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Et donc il est avec nous aujourd'hui. Et on s'est dit qu'on allait laisser faire pas la vie, mais en tout cas, on va voir comment ça va se passer, parce que j'avais du mal à lui dire, écoute, Camille, le 31 décembre 2032, je m'en irai, parce que je trouve que ça met beaucoup de pression pour pas grand-chose. Ouais. Si je lui dis, Camille, je partirai quand tu seras prêt, je partirai jamais parce qu'il sera jamais prêt. Parce que même moi, tu vois, cette année, on a fait 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne savais pas l'an dernier si j'étais capable de gérer une boîte de 66 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, il va. Voilà. Donc on va laisser faire. Et le jour où je serai plus utile pour l'entreprise, je m'en irai. Je voulais qu'on parle un peu recrutement, parce qu'au tout début, tu disais, donc dans De Beaux Transports, dans le groupe, vous avez fait l'erreur de recruter un directeur général qui vous a, on va dire, secoué. Non, mais Et, c'était juste un mauvais garçon, c'est tout. voilà. Il Non, mais n'y a pas que ça. comment tu gères cet aspect de recrutement? C'est-à-dire, tu sais, de se tromper sur les personnes. Le bon recrutement, c'est souvent les problématiques pour beaucoup de boîtes. Alors, poste à responsabilité ou pas, mais Alors déjà, aujourd'hui, il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai des équipes qui en charge du développement humain qui sont plutôt fortes. Voilà, donc on a aujourd'hui tu vois, une tonalité entreprise bien perçue par tout le monde et
et on a un collectif très fort. Et donc, notre job, c'est d'arriver à trouver des gens qui sont en adéquation avec ce collectif-là. Et ils font ça plutôt de belle manière. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Et après, sur le démarrage, j'ai peut-être un truc qui fonctionne bien, c'est que quand je serre la main à quelqu'un, je sais assez rapidement. Côté humain. En tout cas, j'ai un avis assez rapide quand je croise les gens. Tu as une lecture. Par contre, je me suis planté aussi, hein, donc tu vois, c'est pas une science exacte, mais en tout cas. Je te pose cette question parce que c'est souvent le plus dur, c'est-à-dire qu'on recrute des fois sur un CV, sur une expérience, ou des fois sur de l'humain, mais après il y a la réalité. Moi, je l'entends recruter les gens en les croisant, mais tu vois, quand j'étais en phase de constitution du groupe, au début, j'ai croisé les gens, beaucoup. T'as des gens qui ont évolué, qui sont là depuis longtemps aussi. Ouais, on a des belles histoires. C'est un peu aussi les marques de fabrique de skipper. Tu vois, aujourd'hui, on a 12% de nos effectifs qui changent de job chaque année, donc on fait beaucoup de mobilité interne, qui est un truc important chez nous. Et on a de belles histoires avec beaucoup de personnes qui ont gravi les échelons au fur et à mesure de leur vie chez Skipper et qui aujourd'hui ont des postes sympathiques. Et c'est aussi ça, tu vois, ce qui me plaît dans ce job-là, tu vois, c'est de voir évoluer mes équipes, les voir grandir. Voilà, parce que. Paternaliste un peu. Voilà, ça me fait chier. On m'a dit ça depuis 30 ans, donc c'est probablement vrai. Hein. Et ça me fait chier. Tu veux pas être le vieux paternaliste qui drive sa boîte, mais t'es qu'un protecteur. Ce qui me fait chier, c'est que donc effectivement, on m'a souvent dit paternaliste. Et donc, si d'aimer les gens, c'est d'être paternaliste, alors oui, je suis paternaliste, voilà. Mais t'aimerais pas cette définition paternaliste de comme on le chier. voit. Ouais, j'espère être un peu plus up-to-date que paternaliste quand même, tu vois. Mais bien évidemment que, voilà, mais si, ouais. Donc, protecteur et aimer les gens, oui, bien évidemment. En tout cas, j'assume mon rôle, en tout cas. Parce que tu mets ta touche. Ici, il y a plein d'objets, il y a plein de petits robots. Ça vient pas d'eux, ça vient de toi aussi. Tu vois, c'est la petite touche Fabien Jouet. Oui, non, mais moi, j'ai mis, en tout cas dans ce campus et de partout en général, l'avantage d'avoir une boîte, c'est que tu peux la créer comme tu veux, quoi. Donc, c'est un peu ta maison, c'est ton univers. C'est-à-dire qu'aussi, les gens qui viennent te correspondent. Tu vas les encadrer un peu comme une grande famille. Une tribu. Tribu. Tu mets une nuance. Ouais. Ouais. C'est beau. Je retiens, tribu. Il y a moins de liens familiaux dans la tribu. Ouais, alors nous, on a un truc qui s'appelle le Beekeeper ici. C'est un truc bizarre dont on n'a jamais écrit. Certains te disent que ça s'écrit pas, ça se vit. C'est ta marque employeur, presque. On a un collectif qui est très fort et tout le monde se retrouve autour d'un socle commun de valeurs qu'on n'a jamais écrit, mais qui probablement sont autour de l'engagement, du respect de la parole donnée, de la bienveillance, mais de l'exigence. Et c'est ça qui a construit, c'est autour de ça que s'est construit Skipper. Et tout le monde s'efface devant un truc qui est au-dessus de tout le monde, qui s'appelle Skipper, et moi compris. C'est ça tout le monde s'efface devant Skipper, et moi compris. C'est ça qui est important. La marque, ok. Mais oui, tu as mis ta marque employeur. Beekeeper, avec toutes tes valeurs, tu fédères autour, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais pas moi qui en parlerai le mieux, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'animer. Et on m'a toujours dit, quand on était 50, tu verras, ça sera compliqué de maintenir cet état d'esprit. À 100, on m'a dit, tu verras, ça sera trop dur. À 200, tu n'y arriveras jamais. Et donc, je me suis mis comme objectif de carrière de tordre le cou à cette idée reçue. Voilà. Et tu y es arrivé? Parce que tu es un bel exemple. Je suis arrivé, oui, on a aujourd'hui, on peut dire que, tu vois, quand on fait Great Place to Work et qu'on a 83% des skippers qui disent oui, il fait bon travail chez Skipper, donc effectivement, on me dit qu'on n'est pas à côté de la plaque en tout cas. Ouais, je pense que tu inspires. Est-ce que tu as entrepris dans d'autres activités? Tu es associé? Tu as d'autres business à côté? Je vis très mal l'association, donc je ne suis pas associé. Ouais. Okay. Moi, je fais ce métier pour être libre, donc je suis toujours libre. Et tes passions à côté, alors, peut-être que tu as développé Qu'est-ce que j'ai comme passion? Moi, j'ai toujours dessiné. Donc voilà, je dessine beaucoup. Voilà. Et à 50 balais avec mes potes, on a monté un groupe de rock. Voilà. Donc on fait 4-5 dates par an. On n'est pas très bon, mais on est une chanteuse qui chante bien. Et ça se passe pas mal. Et peut-être un cadeau que tu m'as fait, que je vais lire. Ça, tu nous en parles? Petite BD? Ouais, alors je t'en parle. Rapide. Donc j'ai toujours dessiné. Je suis fan absolu d'une collection qui s'appelle la collection Atomium, qui est une collection des années 80, qui était bichromie, noir et une couleur, fait par tous les gars que j'ai adorés
dans les années 80, dans un style de BD assez particulier qui s'appelle Les Lignes Claires, et un mouvement qui est né plutôt autour de l'exposition universelle de 58 à Bruxelles. Donc il y a tout un mouvement culturel qui est parti à ce moment-là. Et donc voilà, et donc moi j'ai toujours beaucoup dessiné. Et arrive le Covid, et arrive un truc qui m'est jamais arrivé de ma carrière, c'est qu'à 5h30 je suis à la maison. Et, Qu'est-ce que je vais faire? et c'est un peu particulier. Donc j'ai 2 copines qui m'ont dit mais tu devrais faire une BD. Je dis mais les filles, moi je suis pas capable de faire une BD, je sais pas faire quoi. Et il se trouve que depuis on a des iPads, donc c'est un peu plus facile de faire que ça que sur papier, tu vois. Et je me suis lancé un soir, et ça a été une expérience créative incroyable, parce que je suis parti sans connaître ni l'histoire, ni le lieu, ni l'intrigue, ni les personnages, et j'ai vu apparaître la BD au fur et à mesure que je la faisais, et c'était incroyable. Voilà. Quand on regarde, tu as quand même un gros esprit créatif. Oui, oui, d'accord, ouais. Tu fais partie des dirigeants où il y en a certains, c'est, je sais pas, les gros financiers que dans les chiffres. Toi, tu as un gros parti créatif, humain. Tu fais partie de ces dirigeants euh, qui ont besoin d'avoir ce côté qui nourrit au quotidien, quand même. Après, chacun a ses centres d'intérêt. Si j'étais admiratif des tableaux Excel, je ferais ça toute la journée. Donc j'en fais aussi, tu vois, mais ce qui me nourrit, c'est de construire, de créer, de bâtir. Voilà, ça qui m'intéresse. Et comme on passe beaucoup de temps ici, autant pas se faire emmerder quand même. Donc oui, mais moi c'est ça qui me plaît. Et tu vois, donc, pour bientôt clôturer, je m'étais noté une question qui est un jeune entrepreneur qui t'appelle, qui vient te voir, qu'est-ce que tu lui transmettrais que, tu sais, sans dire le conseil du vieux sage, c'est pas du tout ça, hein, parce que je sais que t'es pas comme ça, mais tu sais, un peu un partage d'expérience, d'une leçon que tu as de toutes ces années d'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? Et je lui dirais que il n'y a pas plus beau métier que celui-ci pour être libre. Et pour être libre, c'est probablement un moyen d'accéder à un peu de sérénité et de bonheur. Et cette liberté d'entreprendre, elle se crée avec une baraque à frites ou avec une boîte, c'est peu importe ce que tu en fais. Et qu'il faut que tu prennes du plaisir. Forcément, il y a la passion qui doit t'animer au quotidien. Ça, c'est ce que tu aurais aimé toi aussi entendre ou pas? Ou pas forcément? Ça, c'est maintenant plutôt le conseil que tu donnes, mais si toi, avec cette sagesse, des fois, quand on dit l'expérience, on appelle ça comme ça, tu aurais aimé te dire, tiens, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Alors, moi, j'ai eu la chance la chance entre guillemets, mais j'ai une personne qui m'a pris sous son aile à mon démarrage, qui a été mon mentor, et qui m'a pris sous son aile et qui m'a forcé à beaucoup travailler et qui m'a donné une appréhension du risque forte. Voilà. Et la capacité à gérer du risque de manière assez forte. Voilà. Après, tu te formes, tu as des lectures qui t'ont inspiré, que tu auras partagé ou qu'on t'a... Alors, à part l'écho des savanes et mes BD, je dis pas grand-chose. Ok. Parce que j'ai été marqué à vie quand j'ai intégré ma prépa à Lyon. Quand ma mère m'a fait les courses de rentrée, elle m'a acheté 85 kilos de bouquins. Et ça m'a vacciné à vie. Donc je lis pas beaucoup. Et t'écoutes des podcasts maintenant? Mais j'écoute des podcasts. Non, mais par exemple, je suis curieux, donc enfin je lis de la presse, mais je lis pas de romans, je lis pas de bouquins. C'est pas mon univers. Je suis pas là-dedans. Mais oui, je lis la presse, et je suis connecté en tout cas. Parce que je te pose la question, parce que tu vois, il y a quelques temps, alors ça remonte, hein, on a un copain dirigeant en commun, Pierrick, où j'étais allé le voir, et je l'avais appelé, et il m'a dit, bah, Cyril, viens boire le café, et il m'avait sorti cette phrase, un business sans récurrence, c'est pas un business, pour moi. Donc lui, alors, Signé Pierrick. c'est une Pierrick, c'est son approche et tout, mais c'est vrai que tu vois, c'est des phrases aussi marquantes qui font prendre conscience que, bah oui, il faut de la récurrence, par exemple, il faut amener d'autres choses. Donc c'était ça ma question, un peu de savoir si toi, tu avais ce partage en tout cas, mais toi, tu l'as dit. Non, mais tu vois, enfin moi, Pierrick est un pote à moi. J'ai jamais croisé plus fort que lui dans ma carrière. Donc c'est vrai qu'on se nourrit aussi de ces connexions avec notre entourage proche dont il fait partie. Donc et on a pas mal
j'ai pas mal d'amis entrepreneurs, donc effectivement, je fais partie de l'APM, qui est une source de réflexion aussi importante pour moi, de formation permanente. Donc, évidemment, qu'on se nourrit de nos expériences croisées. De peut-être pas rester seul, donc un des conseils ou pas? Parce que ça, il y a cette culture où tu as été jeune. Tu vois, je te disais, moi j'ai créé ma boîte à 23 Non, ans. mais moi, J'ai été trop seul. j'ai toujours été entouré, hein, j'ai toujours été entouré de gens extérieurs à moi qui m'ont, bien sûr, il faut pas rester seul. Donc, mon début de carrière, j'avais un avocat, un expert comptable, qui était en fait le conseiller de mon père, qui était avec moi tout le temps et qui me forçait. Et on faisait des réunions régulières, et les réunions régulières qu'on faisait avec eux, c'était pas tant les réponses qu'ils m'apportaient qui étaient importantes, c'était le travail que je produisais pour les La accueillir. réflexion. Voilà. Donc ça qui était important. Donc oui, non, mais bien évidemment, tu es obligé de te nourrir des réponses croisées, même si j'ai un petit côté rebelle, et j'aime bien l'idée que je me démerde tout seul. J'aime bien l'idée de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un truc qui marche, alors, enfin, tu nourris forcément de plein de choses, mais j'aime bien l'idée le côté création est quand même toujours très important pour moi. Je prends plus de plaisir à créer de rien, même si c'est jamais de rien, parce que tu as toujours été nourri d'inspiration, de gens que tu croises et de choses que tu lis, mais j'aime bien le côté création. Fabien, merci pour ce partage. Je sais que tu pourras en parler des heures et que tu as plein d'histoires à raconter. Merci beaucoup de ton interview Merci à toi. et à bientôt. À bientôt.